Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Hello everybody. Je pourrais même dire buenos dias aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne où on parle de business éthique, immobilier éthique, business en tout genre. Frenchy Host. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julian. Julian qui est venu me visiter ici aux Émirats. Julian qui fait à peu près le même business que nous. Moi, je vais te laisser te présenter, Mr. Julian. Habibi, Faisal, Habibi, how are you? ça va bien, merci. Merci pour l'accueil, très chaleureux. Avec grand plaisir. À Dubaï pendant quelques semaines. C'est ça, ouais, tu es de visite à gentiment, Dubaï. ça devient de plusieurs mois. Donc, D'accord. je commence à m'installer gentiment, j'adore. Donc là, tu es en pleine installation aux Émirats. Là, j'ai pris la décision cette année, donc je fais partiellement donc, une partie de l'année donc, en Suisse, là où D'accord. j'habite. Ok. Mais je vais passer une bonne partie de l'année à Dubaï, Ok. enfin dans les Émirats. Voilà. Ok. Alors voilà, pour un peu récapituler, Julian vient de Suisse, originaire du Mexique. C'est pour ça que j'ai parlé espagnol. Et Julian est expert, entre guillemets, de la conciergerie immobilière, Airbnb ou autre, de luxe, en Suisse. Ouais, essentiellement. Ouais. Donc c'est le sujet du jour. Julian, tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 7 ans, c'est bientôt, je pense que bientôt 8 ans. D'accord. Ça fait un petit bout. Ça fait un bon moment. Ouais. Quelques années. Ouais. D'accord, ok. Donc ça fait 7 à 8 ans que tu fais ça. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que, déjà, ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé par ce business-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Je pense que c'était quelque chose qui était prédestiné, presque. D'accord. Donc tu crois au destin? Beaucoup. Ouais. Bah, c'est une bonne chose déjà. Et surtout, c'était quelque chose que. Donc, moi, je suis né au Mexique. Ok. J'ai fait ma naissance là-bas. Mais tout le monde me disait, Julien, un jour, tu seras un hôtelier. D'accord. Et puis, ma famille, bah, bien sûr, eux, ils adoraient l'idée qu'un jour, je travaille dans le monde hôtelier pour que eux, un jour, ils puissent profiter aussi un peu de l'hôtel. Donc, ils m'ont D'accord. toujours dit, depuis que je suis très jeune, un jour, tu seras un directeur d'hôtel. D'accord, à ce point-là. Ouais. Donc depuis tout petit, tu avais cœur à faire ce métier-là, enfin, être dans ce business model-là, quoi, de l'accueil clientèle, C'est de ça, la mais conciergerie, du service. le service, d'accord. Ouais, je pense que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. J'adore servir, j'adore donner un coup de main, j'adore aider. D'accord. Donc, si tu en fais de ça ton métier, bah, tu finis très certainement dans l'hôtellerie. Ouais. J'imagine, ok. Donc tu as commencé directement par la conciergerie ou tu as fait... Non, alors moi, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des études obligatoires, comme tout le monde. D'abord au Mexique, l'école obligatoire. Ensuite, j'ai une famille lointaine en Suisse qui vivait en Suisse depuis toujours, qui m'ont appelé à peu près à l'âge de 10 ans et puis m'ont dit Julian, est-ce que tu voudrais venir en Suisse? On te sponsorise les études. D'accord. Et puis j'ai dit. Ça a commencé comme ça, ton aventure en Suisse. Ouais. Donc depuis que tu as 10 ans, tu es en Suisse, c'est ça? Tu arrives en Suisse à quel âge? Oui, 10, 11 ans. À D'accord. ce moment-là, j'ai pris la décision et puis... Au collège? Oui. Donc je crois qu'en Suisse, c'est la 6e. Non, c'est Ouais, inversé avec la France, je crois que c'est. Oui, c'est un peu près ça. Ouais. Et la voilà. première, deuxième, c'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Et puis c'était la 4e année. La 4e année qui est l'équivalent de la 6e en France. C'est ça. D'accord, ok. Donc tu es arrivé au collège. Oui. Ok. Et après, j'ai fait mes études. Bien sûr, je termine mes études obligatoires. Bah, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah, de l'hôtellerie. Et puis, j'ai entamé des études dans l'hôtellerie en Suisse également, où j'ai fait connaissance avec plein d'acteurs dans l'industrie, plein d'hôtels. J'ai travaillé à tout niveau, que ce soit service, planche, restauration, réception. Donc tu es vraiment formé dans ce métier-là. Donc tu as fait une école hôtelière. Ouais. Et en plus, derrière, c'est ça qui a fait que tu as commencé dans ce milieu-là. Oui. Mais est-ce que tu as commencé par travailler en tant que salarié dans un hôtel ou autre, ou directement pas tellement parce que déjà, je faisais ça comme formation. Et quand tu fais ta formation, tu n'es pas salarié. C'est un peu de l'alternance. Un peu à l'école. C'était des stages. Ouais. Donc, c'était des stages de formation. Donc, pas tellement comme salarié. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années, ce qui était très bien parce que ça m'a permis de rencontrer
plein monde, de découvrir plein d'endroits, connaître tout type d'hôtel, petit, moyen, grand. Toi, tu es en Suisse francophone, hein? Oui. Et tu étais de quelle ville pour faire. Tu as commencé par quelle ville pour l'hôtellerie? Donc la Suisse à la base, donc c'est un pays qui englobe 4 langues, donc 4 on va dire régions. Ouais. Donc 60% du pays parle principalement l'allemand. Ouais. C'est la Suisse alémanique. D'ailleurs, la capitale, elle est suisse allemande. Mais à Berne. Ouais, Ouais. c'est à Berne. Ouais. Ouais, c'est même presque 70%. Après, donc, et donc ça, c'est vraiment la partie centrale nord du pays. Sur la partie gauche, c'est là où on retrouve la Suisse romande, qui fait entre 20 et 30% du pays. D'accord. Et on a des villes très connues francophones, comme Genève, comme Lausanne, comme la Riviera. Moi, je me suis installé à Montreux. D'accord. Et la partie sud, c'est la partie italienne. Donc Lugano. Il y a aussi l'autrichienne, non? Alors ça, c'est vraiment une région limitrophe à l'Italie. Après, si on part sur le nord-ouest, là, on touche à l'Allemagne et l'Autriche. Ouais. L'Allemagne et l'Autriche, d'accord, très bien. Donc, tu as fait tes études hôtelières et puis tu t'es lancé à ton compte immédiatement? C'était un concours de circonstances. Donc déjà, c'était assez spécial parce que donc moi, je suis arrivé en tant que Mexicain en Suisse. Donc, à la base, j'avais pas la nationalité suisse. Donc, une fois qu'on termine nos études en Suisse et quand tu es étranger, en fait, tu as le droit de venir faire tes études en Suisse. Mais une fois que tu termines tes études, ton permis d'étudiant, il arrive à échéance. D'accord. Et là, en fait, tu dois partir. D'accord. Sauf si tu veux absolument rester, mais c'est un processus extrêmement compliqué. Et en fait, je réalise ça à ce moment-là, quand je dois partir presque. Ok, là tu te demandes qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc je finis mes études en hôtellerie et là je me dis bon bah je continue ma vie en Suisse, mais malheureusement en fait c'était presque pas possible parce que le permis de séjour en fait il arrivait à échéance. Il était relié à tes études. Oui. D'accord. Pour tout le monde, ouais. Ça c'est le standard. Donc du coup j'ai dû me battre pour trouver un emploi parce qu'en fait le seul moyen qu'on te donne un titre de séjour, c'est si tu trouves un emploi. Mais souvent, on te donne un emploi uniquement quand tu as un titre de séjour. Donc, c'est un peu une boucle. Je comprends. C'est un peu pareil en France. C'est un peu pareil, en fait. C'est un peu pareil à ce niveau-là. C'est un peu pareil partout. J'ai remarqué. Vraiment, c'est à peu près partout. Et puis, je pense que c'est aussi un système de défense de la région pour filtrer un peu... L'immigration, je comprends. Ouais. Okay. Et c'est de plus en plus strict. Donc, du coup, j'étais confronté à ça. Et par chance, j'ai eu un entrepreneur qui m'a donné une chance de travailler dans une agence immobilière. D'accord. Enfin, une agence de marketing pour l'immobilier. Et c'est là où moi, je commence à découvrir plein de choses sur l'immobilier. Donc, j'avais déjà la formation hôtelière. Mais là, on rentre dans le monde de l'immobilier. Le monde de l'immobilier, c'est-à-dire, je commençais à faire la différence entre un promoteur, un courtier, l'agence immobilière, une régie. D'accord, ok. Donc c'est bien, ça t'a fait une expérience aussi dans l'immobilier. C'est ça, okay. Et leurs besoins. Et du coup, moi, j'ai fait ça pendant un petit moment, une année. Et au bout d'un moment, en fait, je rencontre ma femme et ma femme me dit « Viens habiter dans une autre ville dans laquelle je n'avais pas prévu d'y habiter. » D'accord. Et du coup, j'avais laissé mon appartement vide pendant un moment. Parce que j'ai déménagé. Bon, j'ai compris. Et c'est de là où, en fait, le besoin a fait que moi, je commence à trouver des solutions pour moi-même. Pour pouvoir payer ton loyer à distance. Pour pouvoir payer mon loyer. Donc, tu l'as mis sur Airbnb. Qui était un petit loyer, mais en fait, sur la longueur du temps, ça commençait à faire beaucoup. Ouais, mais quand même. Et c'était du gâchis. Et puis à cette époque-là, tu n'étais pas entrepreneur, donc pas du tout. Voilà, j'aurais jamais cru être entrepreneur. Voilà, en fait. D'accord, ok. Surtout en Suisse, qui est un pays qui est. Et là, on est en quelle année? On arrive à donner une échelle. 2015. 2015, d'accord. Je crois qu'on est de la même génération. Oui. D'accord. 89. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc entre 30 et 40. 30, voilà. C'est ça. Et du coup, en fait, ma femme me dit, en fait, tu dois absolument faire quelque chose de ton appartement vide. Et puis, en fait, on avait entendu parler de ce concept Airbnb, mais à l'époque,
C'était vraiment connu. À l'époque, c'était connu, mais c'était connu vraiment pour les gens comme toi qui souhaitaient louer leur propre appartement. C'était pas vraiment professionnalisé. C'était fait pour les particuliers. Et en Suisse, mais c'était un concept tellement étrange. Dont les gens, ils sont très conservateurs, les Suisses, quand même. Ouais, quand même. J'imagine, ouais. Ok. Donc, c'est ça qui t'a donné la puce à l'oreille pour commencer le business d'Airbnb. Ouais. Donc, tu as testé avec ton propre appartement et tu as vu qu'il y avait un potentiel. C'est ça. D'accord. Et en fait, moi, je ne voulais pas le faire moi-même. Je voulais déléguer ça à une agence immobilière. Directement. Okay. Et puis, en fait, en cherchant des prestataires, j'avais fait une brochure et en fait, j'avais approché les agences immobilières de la ville où j'habite encore, Montreux, pour leur proposer de gérer mon appartement dans la courte durée. Mais en fait, personne ne le faisait. D'accord. Et du coup, je dois le faire pour moi-même. Et en 3 mois, ça devient l'appartement le plus loué de Montreux dans la courte durée. Et puis, au final, voilà, c'était donc la solution idéale pour moi. Mais très rapidement, en fait, les gens commencent à me demander de leur donner un coup de main. D'accord. Ah ouais, donc ça s'est fait naturellement. Ouais. Donc tu te l'es fait pour toi-même. Ouais. Tu as eu des très bons résultats. Sans prétention de développer ça ou quoi que ce soit. Ouais, donc ça s'est fait naturellement. Donc c'était pas, comme tu as dit, c'était prédestiné en fait. Ah, presque. T'as pas voulu commencer de toi-même, on t'a pas aiguillé sur ce business-là. Tu as testé de toi-même par rapport à la situation que tu avais avec ta femme pour pouvoir minimiser les coûts, récupérer un maximum d'argent pour éviter de perdre de l'argent, chose qui se comprend. Et derrière, tu as vu qu'il y avait t'avais un certain talent peut-être, tu as eu des très bons résultats et tu as connu d'autres propriétaires ou peut-être locataires. Je ne sais pas si la sous-location existe en Suisse, officielle. Elle existe. Ça existe. Aujourd'hui, elle est très régulée. D'accord. Surtout depuis l'année passée. La Suisse, elle a pris une position très stricte vis-à-vis donc l'activité commerciale d'Airbnb. Je pense que ça c'est. Mais à l'époque, c'était très ouvert. C'était plus facile. Je comprends. En fait, c'est comme dans tout. Quand il y a un nouveau business, le temps que les lois se fassent, on le voit dans tous les business. Exactement. Donc ça se professionnalise. C'est vraiment dans tous les business, c'est comme ça. Et donc, tu t'es lancé ton propre appartement, tu as eu des résultats, tu as eu des connaissances qui voulaient faire comme toi ou qui faisaient comme toi et qui n'avaient pas forcément le temps de s'occuper des appartements. Et c'est comme ça que au fur et à mesure, tu as commencé l'activité. Donc au début, tu as commencé en tant que particulier. Oui. On était dans les années 2015-2016, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis derrière, tu as fait... à quel moment tu as dû te professionnaliser, entre guillemets, parce qu'il va falloir, pour pouvoir créer ta structure, parce que je ne connais pas du tout le business en Suisse, comment ça se passe. Hein. C'est similaire qu'en France, mais avec beaucoup moins d'impôts. D'accord. Direct. Donc, mais c'est à peu près le même processus. Donc moi, en fait, en fait, je trouve la solution pour moi-même. Donc moi, je suis content. Mais en fait, les gens commençaient à me demander de l'aide pour que je duplique ce que j'avais fait. D'accord. Et puis moi, en fait, dans mon optique, moi, je voulais... le concept de démarrer sa propre société, c'était un concept tellement flou. Quand on est novice, je comprends. Ouais, ça fait peur au début, on ne sait pas où on va. Ça veut dire En réalité, quand tu es habitué, c'est clair. C'est une formalité. C'est pas le plus dur, on va dire. Le plus dur, c'est la partie opérationnelle où tu dois exploiter les appartements, développer le business. Oui, mais à l'époque, donc... devenir entrepreneur, c'était pas tendance du tout à l'époque, 2015, franchement. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Et puis mon but, c'était en fait de reprendre un emploi quelque part, etc. D'accord. Mais ça s'est pas fait. Donc du coup, en attendant, en fait, moi, je commence à faire ça. Ok. Et c'est quoi qui a fait que tu as pu garder ton titre de séjour en Suisse, c'est ça? Non, en fait, que quelqu'un m'a donné un emploi. Ah oui, l'emploi de 1 an, un agent immobilier. Donc ça t'a lui, permis... il m'a tout de suite, c'était une démarche de signer une feuille en tant qu'employeur. D'accord. Donc parfait. Donc ça t'a permis de rester en Suisse. Ouais. Et puis derrière, donc 1 an après, tu as commencé ton Airbnb pour toi et tu as développé pour les gens. Mais c'est à quel moment que tu as commencé à ouvrir ta société? Et au bout d'un moment, en fait, quand tu commences à en avoir 2, tu commences à en avoir 4. Des fois, moi, je commençais à en parler à d'autres. Donc on allait arriver à 8. Tout ça sans société? Sans société. D'accord. Et même pas en nom propre, c'était quelque chose qui se développait naturellement. Tu t'arrangeais avec les gens, voilà, ils te donnaient une commission ou même peut-être tu faisais ça gratuitement, c'était toujours un partage de revenus. Donc,
Mais au bout d'un moment, en fait, ça commence à faire une bonne somme, en fait. Ça commence à faire une grosse rentrée d'argent. Ouais. Et puis, bien sûr, c'est pas tout de suite qu'on prend les bonnes décisions. C'est-à-dire que Ouais, tu as fait des erreurs. tu fais traîner aussi le choix. Tu sais pas exactement ce que tu dois faire pour ouvrir une société. Donc, au bout d'un moment, je me dis... Parce qu'il n'y a personne qui t'a formé, il n'y a personne qui t'a aiguillé. Non, c'est ça. J'avais pas de quelqu'un qui me conseillait. Ça te fait faire des erreurs. Peut-être tu as perdu un peu d'argent, tu as perdu du temps. Clairement. Mais toutes les erreurs qu'aujourd'hui, tu peux tout faire en un jour presque. Tout ce que tu as fait en une année, aujourd'hui, tu peux le refaire en très peu de temps. Quand tu as les bonnes infos, quand on t'explique, si tu as quelqu'un qui va te mentorer. Tu vois. Ouais. Et du coup, je me rends compte qu'il faut absolument encadrer ça. Ça devient une réelle activité. Mais c'est surtout que je commence à me demander pourquoi est-ce que autant de gens m'ont demandé de l'aide pour louer leur appartement dans la courte durée. Et en fait, j'ai vu une notion de logement vide, super bien situé, super bien aménagé, mais vide. D'accord. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de logements vides? Oui, énormément, un océan. Okay. Et que cet océan, il est présent partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que notre activité... Il y a une crise de logement, mais en vrai, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a énormément de logements. Une crise d'hébergement et une crise de logement en même temps. Que ce soit dans les logements sociaux et même les logements privés, il y a énormément de logements vides, vacants. Oui. Ah, c'est vrai. C'est une réalité. Et c'est encore une réalité aujourd'hui. Hein. Je pense avant peut-être un peu plus. Mais c'est encore une réalité aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que tu as commencé et que maintenant, tu prospères dans ce business-là depuis 7 à 8 ans. Donc, au bout d'un moment, je commence à avoir 8 logements, mais aujourd'hui, 7 à 8 ans après, on vient de dépasser les 100 biens. Ah, tu as une centaine de biens? Ouais. Ah oui, d'accord. Reparti dans Félicitations. Dans la Suisse. Merci beaucoup. Bravo. On commence à intégrer en fait, des partenaires et puis le portfolio commence à grandir assez rapidement. Donc là, on est très content. Donc, tu gères 100 biens en conciergerie. Quand on parle de conciergerie, parce que je crois que vous ne parlez pas de la même manière. Non, alors nous, on ne réfère pas ça comme de la conciergerie. C'est un terme très utilisé, donc peut-être en France, en Suisse. En fait, en France, c'est de la conciergerie, on va dire Airbnb, parce que la conciergerie, ça regroupe beaucoup de services. Tous les services. Ça peut être le transport, ça peut être nous, on fait que la gestion. Voilà. On fait vraiment la gestion locative. D'accord. Donc toi, tu t'es on va dire c'est du holiday homes. C'est le terme qui est ici aux Émirats. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que la conciergerie, ça regroupe beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce que je développe ici aux Émirats, les activités, la location de voitures, le service, etc. Donc toi, tu en es à 100 biens. Et ça s'est fait comment, crescendo, petit à petit? Est-ce qu'il y a une année où ça a tout explosé, un partenariat particulier ou autre qui a fait que... Parce que 100 biens, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. En fait, je ne les compte plus, pour être sincère avec toi. Ok. Et comment tu as structuré cette chose-là? Est-ce que tu as un commercial à partir de maintenant qui va démarcher d'autres biens? Ou juste avec le bouche-oreille, tu arrives à trouver des biens? Comment tu as pu trouver tes premiers biens? J'ai compris, ça s'est fait avec le bouche-oreille, ton entourage. Et puis derrière, comment tu as pu développer l'activité à ce point-là? En Suisse, pourtant c'est un petit pays. Hein, c'est pas... Non, mais il y a une telle demande pour ça. Comme je te dis, il y a une notion de logement vide. Donc la demande, elle est constante. Ouais, d'accord. Et puis nous, on a pris un positionnement luxe. Donc on prend que du prestige, que du premium. D'accord. Quand tu dis prestige, premium, c'est-à-dire c'est des grands chalets, parce que c'est dans des petits donc nous on a trouvé notre segment. Donc on essaie vraiment de ne pas tout faire. Tu t'es spécialisé dans le luxe. Dans le luxe et pour les familles. Ouais. Donc c'est bien ça, parce que comme ça tu as moins de problèmes de fêtes, de choses. Ah oui, ça tout à l'heure je voulais te poser la question, les avantages, les inconvénients. En Suisse, les problèmes que tu peux retrouver en Suisse dans ce business-là. Ouais. Non, donc nous on favorise pleinement les familles. Ça, c'est notre clientèle principale et quasi unique. D'accord. Et puis des logements, appartements, villas au chalet, mais grands. Il faudrait que ce soit minimum 3 à 4 chambres à coucher. Et tu es un petit peu partout en Suisse ou tu es vraiment concentré dans une zone? Alors, comme on a démarré l'activité sur la Suisse romande, proche de la Riviera, en fait, on est très présent sur ce secteur. D'accord. Après, on s'étale jusqu'à vraiment dans tout le territoire suisse. D'accord. Donc, Suisse, que ce soit Genève, que ce soit Lugano, qui est vraiment les côtés opposés, que ce soit Zurich, on est présent. Il me semble que tu parles plusieurs langues, c'est ça aussi l'avantage que tu as? 3 langues. Alors, les langues nationales suisses, c'est bien sûr l'allemand, le français, l'italien et le romanche, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et puis, par contre, moi, je parle uniquement le français.
français. Et puis on annexe l'anglais et l'espagnol. Ouais. Donc l'espagnol, c'est ta langue natale. Ouais. Et puis l'anglais, c'est déjà très bien. De toute Ouais. façon, avec l'anglais, ça peut le Ouais. faire. C'est vraiment la moyenne en Europe. C'est ça, ouais. Les gens, en moyenne, ils parlent 3 langues. C'est tellement naturel. En Suisse, en France, pas trop. Hein. En France, on a un problème avec les langues. Mais, je sais pas si tu as remarqué, mais les Français... Oui, c'est juste... Il y a en fait, c'est certaines régions où sont un peu plus restreintes au niveau de... Franchement, je sais pas, il y a un souci en France avec les langues. En général, bon, il y a quand même pas mal de Français qui sont bilingues, trilingues, etc. Mais généralement, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de lacunes par rapport à ça. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est une belle histoire, c'est une belle success story pour moi. Toujours franchement, en cours, je trouve... Félicitations encore une fois. Et je voulais savoir si tu as réussi à tout automatiser. Là, tu es à Dubaï, donc tu arrives à gérer tout ça à distance. Donc aujourd'hui, on est en train d'ouvrir Dubaï. Tu veux faire de la conciergerie à Dubaï? Ah, clairement, ouais. D'accord. C'est ça que je suis en train de faire maintenant. D'accord. Donc, on duplique ce qu'on a fait en Suisse. C'est vraiment un copy-paste. Okay. Par contre, c'est sur un autre marché, un marché complètement différent. C'est pas la même approche. Ouais. Pas du tout. D'accord. Et est-ce que tu fais de la sous-location ou tu fais uniquement de la gestion? Je ne fais pas de la sous-location. De base, je ne voulais pas travailler avec des locataires. Pourquoi? Parce que, je ne veux pas contribuer. Non, en fait, quand je dis sous-location, c'est que tu es en direct avec le propriétaire, sauf qu'avec un contrat spécifique. C'est juste. Tu lui garantis un loyer, c'est ça la différence. C'est tout à fait. En fait, moi, déjà, je n'avais pas prévu de faire cette activité de base. Enfin, si on recule il y a 7 ans. Ouais. J'ai démarré ça avec vraiment très, très peu de moyens. D'accord. Donc, faire de la sous-location, ça engage déjà... plus d'investissement. Oui, qui doit détenir un bail qui te coûte X, que tu ne vas pas utiliser forcément. Si, tu l'utilises avec le propriétaire, mais il faut que tu comptes le prix du bail. Tu prends un risque. Fait par un avocat spécialisé pour te protéger les deux parties. Mais toi, tu n'utilises pas le logement, tu vas l'exploiter. Tu vas l'exploiter, voilà, c'est ça. Voilà. Donc non, je n'avais pas prévu ça à la base. Aujourd'hui, on n'en a aucun. En fait, on ne fait pas de la sous-location. Pas du tout de sous-location. Par contre, tous les jours, on est presque provoqué à changer d'avis parce que avec 8 ans d'expérience, 8 ans de recul, on arrive à voir quels sont les produits qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, si on définit la sous-location, c'est-à-dire que tu vas prendre le risque. Tu as plus d'intérêt à garantir un loyer quand il y a un produit qui fonctionne bien. Bien sûr. En France, moi, je préconise plus la sous-location, si tu as les moyens, bien entendu. Parce qu'en réalité, la France, dans tout le territoire, ça marche plus ou moins bien. Oui. Et après, comme je disais, mon avis ici par rapport aux Émirats, je pense qu'il serait plus sûr, donc tu prends moins de risques, de faire de la conciergerie, donc du Holiday Homes, que de la sous-location. Mais tu m'as dit qu'on connaît quelqu'un qui fait de la sous-location, moi je l'ai vu sur les réseaux, ici aux Émirats, et tu m'as dit qu'il avait un certain succès. Donc ça m'a étonné parce que pour moi, avec ma petite analyse, je n'ai pas fait une analyse poussée, parce que quand j'ai vu le prix des loyers et le prix à la nuitée, je me suis dit que le risque, tu vas faire énormément d'efforts pour gagner peut-être très peu d'argent. Si tu as de la chance. Voilà. C'est ça. Donc moi, je ne le fais pas. Par contre... Surtout pour les biens de luxe. Parce que les biens de luxe, pour garantir un loyer dans du luxe, il faut avoir une grosse trésorerie. Hein. Exactement. Et tu sais, dans notre activité, souvent, ça se passe très, 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 très bien. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas super bien. Il y a des périodes creuses tout le temps. Et puis, il y a des périodes creuses où soit, finalement, tu n'as pas... Il y a eu des problèmes de la réservation, tu dois assurer ça. Et puis, au final, c'est souvent à tes frais. Bien sûr. Avec Booking, surtout, ça, tes frais. Oui, mais bien, c'est une autre histoire encore. Ouais, c'est une autre histoire. Moi, je préconise plus Airbnb. Ouais, je sais, mais ils sont en train de changer, tu as vu. Hein. Ça change, mais c'est pas encore ça. Aujourd'hui, il y avait une époque où même si on était embêté par la réservation, on pouvait l'annuler. C'est ça. Pour $50. Ah ouais. Rien. Ouais, ça vaut le coup. Parce qu'avec, pour ceux qui nous regardent, avec Booking, quand vous annulez la réservation, pour X ou Y raison, vous êtes dans l'obligation de reloger l'invité, le host, à vos frais. Ouais. Tandis qu'Airbnb, il n'y a pas ça. Et puis, bien sûr, il y a les périodes de très forte demande où c'est là où en fait, tu vas avoir le plus de problèmes. Ouais. Et si tu dois reloger quelqu'un pendant la période où tout est booké à des prix d'or, en fait, tu... Surtout avec les JO là, qui arrivent. Exactement. Je pense à la France. Il y aura quand il y a un événement qui fait que les prix explosent, ouais. C'est vrai qu'il y a un risque. Et ça peut coûter très très cher, un relogement. Ou sinon, ça te coûte ton compte Booking.
Tout ou simplement. ton compte Booking. Mais selon ta société, en fait, ils te poursuivent. Donc, D'accord, ok. nous, on n'a jamais pris le risque. Mais aujourd'hui, Airbnb, il fait la même chose. C'est-à-dire que si tu annules, je crois que c'est de base. Oui, tu es sanctionné si tu annules comme ça sans raison. Non, mais aujourd'hui, c'est 10%. Ouais. Et le plus tu t'approches de la date de la réservation, en fait, ça monte jusqu'à 20, 30, avoir 50% de la réservation. D'accord. Donc quand tu es dans le luxe, et le panier moyen, ça fait des grosses sommes à rembourser. Je parle en euros, mais c'est 30 000 euros. Le mois Non, la semaine. À la semaine. Ouais. Alors, on est dans du ultra luxe là. Ouais. Donc tu as une tendance à être un peu plus prudent. Ah, j'imagine. Ouais. Ouais, parfait. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Très bien, donc expérience dans le luxe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process, si ça ne te dérange pas? Non. Est-ce que tu passes par un channel manager? J'imagine que oui. Ouais. Est-ce que donc, nous, donc aujourd'hui, on est une équipe de 10. On est très remote, donc on est une partie en Suisse, une partie dans le périmètre proche de la Suisse. On a des équipes à Dubaï, on a une petite équipe aussi aux Philippines qui nous aide avec tout ce qui est la gestion des messages. Non, sincèrement, depuis 3 ans que je travaille avec. Aujourd'hui, ils font partie de la famille comme le reste des employés presque. D'accord. Ouais. Ok. Et puis, à tout ce qu'ils peuvent attaquer, ils attaquent. Tu les as trouvés comment, ceux-là sur Fiverr, alors moi, je me rappelle quand j'ai eu mon CFO qui m'a rejoint. Parce que c'était déjà quand même une opération d'une certaine taille. Moi, je fais partie des entrepreneurs qui ont du mal à lâcher. Pourquoi? Parce que déjà toi-même... Tu n'aimes pas déléguer, tu as du mal. C'est pas par manque d'envie, mais... Tu as peur qu'il fasse mal le travail, en fait. Oui, alors déjà ça, des fois, c'est beaucoup plus rapide de le faire plutôt que de déléguer. Aussi, et ça te coûte moins d'argent. Exactement. Tu vois quelque chose qu'il faut te faire, tu le fais toi-même et puis basta. Exactement. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je me détache. C'est mieux. Pour que je fasse d'autres piloter, choses. exactement. Ouais, c'est clair. Et te concentrer sur ta valeur ajoutée, peut-être le développement d'autres biens. Par exemple, toi, quand on a mangé ensemble, tu me disais, Julien, en fait, moi, j'arrive vraiment à tout faire. Ouais. Ça, c'est un problème, en fait, quand tu arrives à tout faire. Parce que ça t'oblige à rester. La partie remote, la partie ordinateur, parce que je pilote avec... Oui. Mais tout ce qui est physique, non, je ne suis pas. Mais par exemple, je suis pas sur place. Moi, alors j'ai créé la société essentiellement par moi-même, donc c'est moi qui avais Toi, tu n'as pas d'associé? Non, j'ai pas d'associé, non. D'accord. C'est moi qui avais fait la mise en place du marketing, c'est moi qui avais fait la mise en place du système, c'est moi qui avais fait la mise en place du onboarding des propriétaires, etc. D'accord. Et en fait, j'arrivais à presque tout faire, mais c'était au détriment, de mon temps, de ma santé, Bien sûr. Des fois de la qualité du service. Bien sûr. Ouais. Non, je comprends. Au bout d'un moment. Parce qu'en fait, il y a des cycles. Et puis, on se dit, on va lâcher, on va engager à ce moment-là, mais finalement, tu ne le fais pas. Et du coup, quand mon CFO m'a rejoint, qui m'a changé la vie, c'est lui qui fait tout ce qui est reporting, c'est lui qui fait tout ce qui est pricing, c'est lui qui fait tout ce qui est distribution dans les plateformes. Enfin, lui, je dirais qu'il a autant d'impact que moi dans la société. D'accord. C'est comme un city manager, on appelle ça. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment t'appuyer. Il est physiquement sur place en Suisse ou pas? Il est à côté, ouais. Il est à Évian. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la frontière. C'est 45 minutes, même pas. D'accord. Et du coup, moi, je lui avais demandé, trouve-moi, s'il te plaît, une assistante. Et il avait fait des posts dans des comment on appelle ça, des plateformes d'emploi. D'accord. Comme Fiverr, Upwork et puis d'autres. D'accord. Et puis on a fait des recrutements, enfin on a fait des interviews et puis on a trouvé une perle rare qui aujourd'hui nous accompagne dans vraiment tout. D'accord. Et cette personne, elle a engagé d'autres Philippins et c'est elle qui gère l'équipe en fait. Donc c'est ça que tu disais, donc tu les as trouvés sur une plateforme de type Fiverr, d'accord. Ok. Super. Mais pour moi c'était crucial, c'est d'avoir une première et cette personne qui est autant engagée que nous. On s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une autre personne pour ça, il faut qu'on trouve une autre personne pour ça. Et aujourd'hui, on a une équipe de presque 7 Philippins. Magnifique.
tout ça, ça a démarré de une personne. Ouais, donc vous avez bien formé une personne qui a managé le reste de l'équipe, qui les a recrutés et puis qui les manage actuellement. Magnifique. Et tu n'as pas testé, maintenant, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour répondre automatiquement aux clients. Je suis un ultra fan de l'automatisation, je suis un ultra fan de la AI. Ouais. Et tu as testé ou pas encore? Non, je n'ai pas testé. Je l'observe depuis... Mais je ne sais pas si tu as remarqué, même Airbnb commence à, peut-être pas à utiliser l'AI, mais pour le chat. Les messages automatisés. Ouais. Ça a vraiment Alors, nous, on a facilité les ça, mais conciergeries. c'est hyper basique. Ouais, c'est ça. Hyper basique. Mais j'entends des acteurs dans notre milieu que... c'est pas très optimisé. Non, qu'ils commencent à intégrer ça dans plusieurs langues, etc. Donc, ça va être... Ouais. En réalité, ouais, là, on peut passer par des outils externes, mais je pense que bientôt, ça va arriver avec Airbnb. Clairement. Ils vont pouvoir le proposer aux personnes qui gèrent. Parce que là, déjà, il y a eu beaucoup d'améliorations, de facilité pour les conciergeries mais sur Airbnb. Pour une partie, parce que c'est comme très délicat. Donc, je vois du mal à Airbnb à répondre, à négocier une réservation avec un client. Ou... Ah oui, il y a des choses où tu es obligé d'avoir la main dessus. Ah, mec, bien sûr, il faut un œil humain, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que on va dire, c'est les messages plutôt simples à répondre. C'est quoi le mot de passe de la Wi-Fi? Même si tu l'as donné auparavant, ça, il arrive à le détecter. Enfin, je sais pas comment on allume le chauffage. Ces petits messages répétitifs qui t'évitent de... Non, il y a une partie de messages qui peuvent être automatisés, c'est 100%. Nous, on fait appel à un service qui répond aux messages de base. Est-ce qu'il y a un parking dans la propriété? Oui. Ouais. Les messages récurrents, tu arrives à les récurrents. Est-ce que je peux ramener mon chien? Non, peut-être non. Ouais. Ou plein de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse? Ah, ça, c'est facile à mettre en place. Ouais, c'est standard. J'avais une question, arrivé à un certain niveau comme le tien, oui. Pour 100 biens, comment tu fais pour tout ce qui est partie maintenance Donc, actuellement, donc, moi, je suis en Suisse. La Suisse qui est qualifiée par de l'immobilier ultra cher, mais aussi la main-d'œuvre ultra chère. Ouais. C'est-à-dire que appeler quelqu'un pour qu'il fasse une intervention, ça va coûter très cher. D'accord. Et donc, pour tout ce nous, on a des prestataires de services qu'on appelle à la demande. Déjà, nous, notre équipe de femmes de ménage font un travail exceptionnel pour faire un rapport déjà de l'état du bien, avant et après. D'accord. Et en fait, selon les cas, on fait intervenir Tu travailles avec plusieurs sociétés de ménage ou non, alors nous, on a... Ou tu as développé peut-être On avait essayé... Oui, nous, on a développé notre propre équipe. D'accord, ok. Je pense que c'était une excellente décision. Arrivé à ce niveau-là, je pense aussi j'aurais fait la même chose. Ouais. Par contre, si on commence à ouvrir une nouvelle région, on n'est pas présent et puis ça commence à être quand même un sacré... Là, tu vas sous-traiter. Ouais, on va sous-traiter. Ouais. En fait, c'est le cas par cas. Je pense qu'à Montreux, tu as bien... l'équipe est en place. Mais des fois, ça peut être dans des nouvelles... dans un village, je ne veux pas dire perdu, mais un peu plus... un peu plus éloigné. Éloigné, ouais. Et là, on fait appel à des sous-traitants. Ouais. D'accord, ok. Très bien. Et on va parler nerfs de la guerre. Est-ce que tu es prêt à nous donner ton chiffre d'affaires, par exemple à l'année? Alors, je peux te dire un peu entre quoi et quoi, parce que... Approximativement, ouais. C'est entre 1 et 2 millions. En francs suisses, en francs suisses, ouais. En francs suisses, entre 1 et 2. C'est assez large. Ouais, bon, tu fais... 1,5, on va dire. Voilà. D'accord, c'est excellent. Ouais. Et là, sans rentrer dans les détails, sans parler de ta marge à toi, la marge approximative des gens qui pratiquent le même business que toi en Suisse. Quand je dis je crois que la commission que tu prends... Ouais, tout le monde fait à peu près la même chose. Après, tu peux toujours trouver moins cher, tu peux toujours trouver plus cher. Je parle de la moyenne. Voilà. Mais la moyenne, c'est 25%. C'est ce que nous, on pratique également. D'accord, 25%. Ouais, c'est comme en France. Ouais. Par contre, ici, en France, c'est plus 20%. Ça commence à baisser. Ouais. Mais il y a encore pas longtemps, c'était 25%. Et à Dubaï, je crois que c'est plus entre plutôt 15 et 20. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Ça tombe vers le bas. Ouais. Bon, ça commence à tirer de plus en plus. J'ai même entendu moins. Elle est beaucoup moins chère. C'est ça, mais en fait,
il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des sociétés, par exemple, qui font du holiday home aussi à Dubaï. Ils ont énormément de volume. Donc, ils peuvent se permettre de faire des petits prix. Mais en réalité, juste, ouais. est-ce qu'ils sont réellement honnêtes? Parce qu'en France, c'est le propriétaire qui encaisse. Toi, tu m'as dit en Suisse, c'est toi qui encaisse l'argent. Ouais. Aux Émirats, c'est pareil. C'est la société qui encaisse l'argent. Ouais. Donc, il faut faire un petit calcul, un équilibre entre la personne qui va te faire un travail de qualité, qui n'a pas forcément énormément de volume, et la société qui a pignon sur rue, qui a 300-400 biens en gestion, qui va peut-être te faire un petit prix, mais derrière, peut-être qu'il va augmenter les prix sur le ménage, il va te gonfler les prix sur la maintenance, etc. Donc, il y a un équilibre à faire entre la personne, entre guillemets, honnête, et la grosse structure qui va gérer ton bien comme c'est clair, il y a des gens qui font de l'artisanat, il y a des gens qui font l'artisanat et il y a des sociétés qui font du volume. C'est de l'industrie. Nous, on fait de l'artisanat. Voilà, nous, on est petits, on est tu préconises la qualité. Parce que nous, on veut rester absolument une petite structure. Ouais. On veut travailler un produit d'exception, donc ça demande énormément de travail, d'attention, de temps, d'énergie. Et c'est ce qu'on aime faire. Mais ça, le client, il le ressent. Ouais. Il le ressent et c'est comme ça qu'il y a un bouche-oreille derrière qui arrive à décupler, à développer ta structure de manière optimale. Ouais. Nous, on gère, si on regroupe tout l'immobilier qui nous est donné en confiance, on est à 1,3 milliard de valeur immobilière. Donc ah oui, d'accord. Ouais, en patrimoine immobilier, tu gères 1,3 milliard. C'est énorme. Okay. Et on a à peu près 90 000 mètres carrés de surface habitable. Alors, 90 000, c'est 90 mètres carrés. Ouais. 90 000. Ouais, excuse-moi. Ouais. 90 000 mètres carrés. Tu regroupes 90 hectares. Tous les mètres carrés qu'on a, ça ressemble à ça. Magnifique. Parfait. Et quel conseil pourrais-tu donner à des gens qui voudraient se lancer dans ce business-là, que ce soit à travers le monde, hein, parce que c'est un business qu'on peut pratiquer partout dans le monde, hein, que ce soit en France, en Europe, en Afrique. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Tu peux le faire n'importe où dans le monde. De le faire. De le faire, de se lancer. Ah, ça, c'est une très bonne réponse. Ouais. De se jeter à l'eau. De ne pas avoir peur. Ne pas trop se poser de questions. Alors, il ne faut pas chercher nécessairement la profitabilité à tout prix. Ouais. Parce que quand on démarre une activité, on ne sait rien. Et on s'aperçoit très rapidement qu'on en sait encore moins. Donc c'est en faisant... C'est comme dans tout, hein, c'est ça. C'est comme dans tout, hein, vraiment. Il faut se lancer, il faut se jeter dans le grand bain, et puis après, tu vas apprendre au fur et à mesure. Après, il faut quand même avoir des bases. Ouais. Si vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner, profitez-en. Exact. Et puis, tu découvres plein de choses sur l'industrie, tu découvres plein de choses sur toi-même, tu développes. Et ça, c'est génial, et c'est en faisant. Donc, très bonne conclusion. Quand même. Je pense qu'on a fini. On s'est dit pas mal de choses. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, Julian. Merci, Faisal. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand j'aime, à partager, à commenter, à vous abonner en notifiant la petite cloche. Et puis, je mettrai les coordonnées de Julian, je mettrai ton site internet en bas de la description pour tous ceux qui sont de passage en Suisse au cas où, hein, s'ils ont envie de se faire un kiff. Mais oui. Et puis, si tes réseaux sociaux, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Et je vous dis à très vite. Salam alaikum. Ciao.